Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9. 9, Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 9. Voyage de l'étonnante, partie 1 sur 5. Au milieu d'une tempête, croyez-moi, même le plus vantard d'entre nous a pour la modestie. Les vagues n'ont que faire de nos fanfaronnades quand il s'agit de nous balayer, et l'orage se moque de notre ego quand on tente de lui résister. Non, je vous jure, une tempête en pleine mer se remet les idées en place. Ce soir-là, à bord de l'étonnante, tout le monde était d'accord. Du simple mousse au commandant, jamais personne n'avait vu une telle colère de mère nature dans cette partie de l'Atlantique. Pas de lamentation pour autant. En pareille circonstance, il faut juste agir, prendre le moins de temps possible pour réfléchir et agir. Sinon, vous êtes mort. Croyez en l'expérience d'un vieux marin comme moi. En mer, rien ne compte plus que de survivre. L'étonnante est un bateau chalutier de 30 mètres de long. Son équipage de 5 gaillards, dont 3 marins aguerris, a affronté tous les temps et toutes les mers. Depuis 3 ans déjà, ces baroudeurs ont abandonné la pêche pour une activité bien plus rentable, quoique plus dangereuse, le trafic d'alcool. Voilà 10 ans que la loi américaine a institué la prohibition. La fabrication, la vente et la consommation d'alcool est interdite sur tout le territoire. Une bonne occasion de faire fortune pour les plus audacieux qui font entrer en contrebande des spiritueux dans les pays. Mais en cette nuit du 30 novembre 1930, avant d'atteindre les côtes américaines, l'étonnante va faire un petit détour par une des 9 parallèles. Je m'appelle Yann, quoi de plus banal pour un breton. J'ai commencé à naviguer à l'âge de 15 ans, et sur le dernier demi-siècle, j'ai passé plus de temps sur l'eau que sur terre. Le grand gaillard à l'avant, la tignasse blonde et les biceps démesurés, c'est Karl, un boche qui a déserté en 17 et qui n'a jamais pu retourner chez lui. Il a appris le métier sur le tas et, croyez-moi, il se débrouille plutôt bien. Il n'a peur de rien. C'est pour cela qu'Erwan, le jeune Tim Brun, notre commandant, là, dans la cabine derrière la barre, l'a engagé. Pour nos expéditions incertaines, comme il les appelle, il nous fallait des gars qui avaient des couilles. Fabian et Alan, les jumeaux, eux, c'est pas pour leur courage qu'ils sont là. C'est simplement quand ils sont les neveux d'Erwan. Ces 2 couillons ont 21 ans à peine et ils pensent avoir inventé l'eau chaude. Regardez-les en train de vomir à l'arrière du bateau. J'espère que ma vie ne dépendra jamais de ces 2 crétins roux. L'étonnante avait quitté Brest le matin même, officiellement pour une campagne de pêche à la limite des eaux territoriales anglaises. Mais dès que la côte fut assez éloignée, Erwan mit le cap au sud pour atteindre une petite crique où fut chargée la marchandise de contrebande. Les gaillards qui attendaient nos marins n'avaient rien de très engageant, et tous furent soulagés quand le chalutier reprit la mer avec son précieux chargement. Cap sur l'Angleterre, où un contrôle des gardes-côtes britanniques fut l'occasion d'un terrible moment de stress.
Mais ils se laissèrent duper par les fausses autorisations exhibées par Erwan, et le chalutier mit le cap sur le Groenland. Le chemin choisi n'était pas forcément le plus court, mais il avait deux avantages. Il limitait les risques de contrôle et permettait en cas de problème de rejoindre rapidement une côte. Dès le soir du premier jour, les lumières de l'étonnante étaient la seule trace de civilisation au milieu d'une immense étendue d'eau calme. Ce satané voyage avait plutôt bien commencé, si l'on oublie notre rencontre avec nos fournisseurs dans la crique de Nalton. Je ne suis pas d'une nature impressionnable, mais ces gaillards-là, j'éviterais sérieusement de leur tourner le dos. Bref, en début de soirée, on avait parcouru plus de distance que prévu. L'Irlande était loin derrière nous et le Groenland loin devant. Sur les coups de 16 heures, j'ai pris la place de Karl à la barre et la mer était si calme que j'ai failli m'endormir. À la nuit tombante, Fabian, le plus crétin des deux roues, a pris ma place et je suis allé m'allonger sur le pont pour voir naître les étoiles. J'adore ces moments-là. Il n'y a aucune lumière et absolument rien entre vous et la Voie lactée. Du bonheur. Bon, mais la journée avait été longue et je me suis assoupi. Je ne sais pas combien de temps. C'est une douleur dans le dos qui m'a réveillé. Et juste au-dessus de moi, à la place du ciel étoilé, j'ai vu le visage d'Erwan, visiblement en colère. Notre bien-aimé capitaine n'aimait pas que l'on flâne sur le pont et il détestait que l'on s'y endorme. C'est vrai que cela ne donnait pas forcément une bonne image de l'équipage. Mais ici, franchement, au milieu de nulle part, cela dérange qui? Le patron, des fois, il est aussi con que ses neveux. Il faisait nuit cette fois, vraiment nuit et froid. C'est donc avec plaisir que j'ai rejoint mes camarades pour le repas. C'est vers 23 heures que le temps se mit à changer lentement. Alan et Karl dormaient, Yann et Fabien surveillaient la mer pour éviter toute mauvaise surprise, et Erwan était à la bord. Avant Glacial se leva venant du nord, face à l'étonnante, et le capitaine dut pousser la puissance des moteurs pour maintenir l'allure. Fabien se plaignit, ce qui agaça Yann au plus haut point. « Fallait pas venir, mon gars, si t'as peur d'avoir froid ou d'être mouillé. »« Eh, j'ai pas peur, pour qui tu me prends, c'est juste que... » Il fut interrompu par un violent coup de tonnerre, comme si la nature avait voulu le rappeler à l'ordre. Yann leva les yeux vers le ciel. Ce dernier était complètement dégagé. Cela inquiéta sérieusement le vieux marin. Abandonnant le jeune mousse, il rejoignit Erwan. « Hé, capitaine, t'as entendu ?»« Ouais, c'est étonnant, le ciel est clair. C'est pas normal ça, si tu veux mon avis. Détends-toi, Yann, cela vaut mieux qu'une mer déchaînée. » L'océan parut entendre la réflexion d'Erwan et en prendre ombrage. Alors que, seulement quelques minutes auparavant, l'étonnante naviguait sur le mer d'huile, un creux subite vint faire danser le navire comme une brindille dans le vent, à moins, ce qui est plus probable, que ce fût une collision. Erwan s'accrocha à la barre. Yann se frappa contre la paroi. Il y eut quelques secondes de surprise et les deux marins se regardèrent. Sans échanger le moindre mot, ils se comprirent et Yann se précipita à l'extérieur pour faire le tour du bateau et s'assurer qu'il n'avait rien heurté. Il tomba sur Fabian, allongé à plat ventre sur le pont, en train de geindre qu'il avait dû se casser quelque chose. Cela ne toucha en rien notre breton renfrogné qui, pour toute aide et toute médecine, lui hurla dessus en lui intimant l'ordre de se lever. Le jeune homme le fit avec moult simagrées qui attiraient plus l'hilarité que la pitié. L'abandonnant à ses jérémiades, Yann se précipita à la proue et à l'aide d'une lanterne qu'il avait attrapée au passage, il scruta les eaux sombres qui entouraient l'étonnante. Il ne vit rien. Le bateau semblait entier et rien ne flottait à la surface de l'océan. Un grondement lointain vint troubler sa réflexion. Il leva les yeux et, malgré l'obscurité, aperçut une grosse masse nuageuse, zébrée occasionnellement par des éclairs droit devant. Il serait dans la tempête d'au moins une demi-heure. Il ne prit pas le temps de réfléchir davantage et se précipita sur la cloche qui permettait d'alerter devant lui. Karl et Alan apparurent, le visage encore marqué par le sommeil. L'Allemand demanda ce qui s'est passé et Yann hurla qu'une tempête approchait. Alan retrouva son frère en train de se plaindre de ses douleurs alors que les trois autres marins commençaient à s'affairer pour préparer le chalutier à affronter une mer en colère. Voilà 10 minutes que cela a vraiment commencé. Et foi de marin bougon, j'ai rarement vu ça. Je me demande si on va tenir.
Comme à son habitude, Karl est efficace et Erwan parvient à maintenir le bateau malgré les efforts de la vie salée pour nous retourner. Moi, je passe de bâbord à tribord pour vérifier que rien d'essentiel n'est endommagé. À chaque pas de vent, j'en fais 2 sur le côté et un demi derrière pour garder l'équilibre. J'ai bien fait de ne boire que de l'eau au dîner. Les 2 crétins, ils ne servent à rien. L'un vomit, l'autre pleurniche. J'irais bien leur dire ma façon de penser, mais j'ai mieux à faire. Cela attendra que tout se calme. J'ai le tricot tellement mouillé, tellement collant que j'ai l'impression qu'il me rentre dans la peau. J'ai pas eu le temps de mettre le ciré et... Oh bordel, elle est passée toute près, celle-là. Heureusement que j'ai pu m'accrocher à ce vieux filet et... Alisa! Qu'est-ce que c'est que ce cri? Putain, Karl, il est où? On dirait qu'il n'y a personne à la proue. Il faut que j'aille voir. Seigneur, faites que ce ne soit que l'obscurité qui me cache le boche. L'angoisse avait saisi Yann en 1 seconde. Karl, où était passé Karl? Un instant auparavant, son impressionnante carrure s'agitait encore à la proue. Le temps d'éviter une vague un peu plus agressive que les autres, et l'Allemand parut s'être volatilisé. Soit il était tombé à l'eau et il n'y aurait rien à faire, soit il avait besoin d'aide. Le Breton n'hésita pas 1 seconde, et en s'accrochant au bastingage, il entreprit de remonter l'étonnante sur toute sa longueur. À chaque pas, le pont se dérobait sous ses pieds. Il reçut une quantité impressionnante d'eau en plein visage, et plusieurs coups de tonnerre cherchèrent à l'effrayer pour qu'il renonce. Il en fallait bien plus pour impressionner un marin guéri comme lui. Atteignant enfin l'avant du bateau, il se mit à appeler son collègue, mais le vent, l'orage et les grincements du bois de la coque occupaient la totalité de l'espace sonore. « Karl, Karl !» insista Yann. « Où es-tu, saleté de boche ?» Nouveau craquement, nouvelle bourrasque et aucune réponse. Le Breton se laissa choir sur le pont, dépité. Et puis, une voix aux accents teutons résonna, suivie d'une série d'insultes aux douces consonances d'outre-Rhin. Yann se leva d'un bond et se pencha par-dessus le bastingage. Karl était là, accroché à une corde, le cul mouillé par l'océan et la tête rincée par la pluie. Fou de joie, il lui tendit une main secourable et tenta de le hisser à bord. Mais il manquait de force. Il appela à l'aide, sans lâcher son collègue. Miracle! Les 2 jumeaux arrivèrent et, comprenant en un éclair la situation, apportèrent leur aide. Karl fut bientôt sur le pont. Mais personne ne prit le temps de remercier ou de se congratuler. Il restait encore beaucoup à faire. Entre l'orage, le vent et l'océan déchaîné, la tempête fait un tel ramdam que j'ai dû hurler pour que Fabian comprenne que je voulais qu'il accompagne Karl jusqu'à la cabine. Mon ami Teuton est livide. Il a vu la mort de trop près pour reprendre le travail de suite. Du coup, je vais me retrouver seul avec Alan pour surveiller le bateau. Je l'attrape par le poignet pour attirer son attention en lui désignant l'avant du bateau. Je lui crie que je veux qu'il prenne la place de Karl pour surveiller la proue. Il me regarde comme si je venais de lui demander de se jeter dans le vide avec une corde autour du cou. Son hésitation m'agace au plus haut point. C'est sans aucun doute le moins bonnet des 2 jumeaux, mais bon sang, même pour lui le chemin est encore long. Là, j'ai pas envie de philosopher. Chaque seconde, c'est un pas vers le naufrage. Alors j'agis. Je réitère mon ordre et en le poussant devant moi, je lui botte le cul. Il s'éloigne sans se retourner. Maintenant, je fonce vers l'arrière de l'étonnante pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème sur le bastingage arrière qui a été fragilisé lors de notre dernière sortie par la chute du contenu d'un filet. Je bois encore ma dose d'eau salée et 3 ou 4 grondements de tonnerre accompagnent ma difficile progression. Comme je passe devant la timonerie, je vois Karl qui y a trouvé refuge et, pendant qu'Erwan tente de maintenir le cap, Fabian s'occupe du boche. Je suis pas certain que le gamin puisse vraiment faire quelque chose, mais au moins, pendant qu'il est là, il fait pas de conneries. Quand j'arrive à l'arrière du bateau, tout semble en ordre. Ouf. Je m'apprête à repartir vers la proue pour voir si tout se passe bien pour Alan, et c'est là que je la vois. Au milieu de la tempête, à une distance impossible à évaluer, une lumière. Putain, et il y a un autre bateau derrière nous. Si ça se trouve, ce sont des gardes-côtes. Je plisse les yeux pour mieux voir, mais rien. Juste une lumière qui danse. Elle semble aussi ballottée que nous. Bordel, cela ne peut pas être les gardes-côtes. On est trop loin de tout. Il faut que je prévienne Erwan. Avec la radio, peut-être que l'on parviendra à les joindre. Erwan avait passé la barre à Yann et il avait pris place devant la radio. La machine crépitait, mais il n'en sortait aucun son audible malgré les nombreuses invectives du capitaine de l'étonnante. « T'es sûr, Yann, tu as vu une lumière ?»« Pas de doute. » Personne ne répond. Je vais aller jeter un coup d'œil. Karl, reprends la surveillance de la proue avec Alan. Et toi, Fabian, tu viens avec moi. Yann, je te laisse la barre.
Les 3 hommes enfilèrent leurs cirés et abandonnèrent le calme tout relatif de la timonerie pour affronter la tempête. L'étonnante ne semblait plus être maître de son destin, balancée d'un côté ou de l'autre et noyée sous des litres d'eau. Malgré l'hostilité des éléments, Erwan et Fabien atteignirent l'arrière du bateau. Le rouquin semblait tétanisé, mais n'osait pas se plaindre devant son oncle de capitaine. Ce dernier s'accrocha au bastingage et à l'aide d'une paire de jumelles chercha la trace d'un autre navire. La nuit était impénétrable, et hormis celle des éclairs, aucune lumière n'était visible. Dépité, Erwan pensa que Yann perdait soit la vue, soit la tête, et en veillant à ne pas perdre l'équilibre, reprit la direction de la timonerie. Fabien l'interrompit d'un cri. « Là-bas !» Erwan regarda de nouveau circonspect. Il lui fallut quelques secondes avant de réaliser que le jeune homme pointait quelque chose du doigt et regardait dans la direction indiquée. Une lumière d'une blancheur étonnante se découpait dans le ciel noir. Le commandant ne comprit pas comment il avait fait pour ne pas la voir. À l'aide des jumelles, il cherchait à distinguer les contours du bateau qui les suivait. Mais s'il put sans problème repérer la lumière, celle-ci était trop vive et protégeait de son aura tout ce qui l'entourait. « Je retourne à la radio pour essayer de les joindre. » Erwan fit un signe de la tête en direction de la lumière. « Toi, tu restes là et tu me signales s'il se rapproche. » Bien qu'il fût évident que Fabien n'avait aucune envie de suivre les ordres du capitaine, il ne fit, une fois de plus, aucun commentaire. The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9, 9, 9. Les 9 parallèles. À suivre.